Dans l'aube suffocante du 28 janvier de l'année 1547, au palais de Whitehall à Londres, l'homme qui avait jadis été considéré comme le prince le plus beau et viril d'Europe agonisait dans un lit puant, son corps obèse de 150 kg, couvert d'ulcères suppurants, incapable de bouger seul, et, suprême ironie, complètement impuissant depuis plus d'une décennie. Ce colosse décadent, qui avait besoin d'appareils mécaniques pour être transporté et dont les plaies exhalaient une puanteur si intense que les masques parfumés étaient obligatoires pour quiconque s'approchait, avait autrefois incarné la masculinité de la Renaissance sous sa forme la plus splendide. Henri VIII d'Angleterre, le roi qui rompit avec Rome par amour, qui exécuta 2 épouses pour avoir échoué à le satisfaire sexuellement, qui se vantait publiquement de sa virilité et qui transforma l'Angleterre en royaume gouverné par son obsession sexuelle, mourut comme un eunuque gigantesque et répugnant, incapable d'accomplir l'acte le plus basique qui avait défini son existence. Mais comment le jeune Adonis qui dansait jusqu'à l'aube et conquérait les cœurs dans les tournois se transforma-t-il en monstre impuissant dont sa propre épouse fuyait le contact, pour comprendre cette chute dévastatrice de la virilité au vide sexuel, de la beauté à la répugnance physique? Nous devons retourner au début de cette tragédie épique. Une histoire qui révèle comment l'obsession de la masculinité peut détruire la masculinité elle-même, comment le pouvoir absolu peut corrompre même la capacité la plus primitive de l'homme, et comment la quête désespérée de la perfection virile peut se terminer dans l'impuissance la plus humiliante. En l'année 1491, quand Henri naquit au palais de Greenwich, il était tout ce qu'un prince de la Renaissance devait être. Second fils d'Henri VII, il fut élevé libre de la pression d'être héritier direct, lui permettant de développer tous les talents qui feraient de lui l'épitomée de la masculinité aristocratique. Tandis que son frère aîné Arthur recevait une éducation formelle pour gouverner, Henri grandissait comme un prodige physique et intellectuel qui semblait sorti des pages d'un roman de chevalerie. À 18 ans, quand il monta sur le trône en l'année 1509, après la mort prématurée d'Arthur, Henri était littéralement un dieu parmi les mortels. Avec 1,93 m de hauteur à une époque où la taille moyenne dépassait à peine 1,60 m, il dominait toute pièce où il entrait. Les ambassadeurs étrangers écrivaient des rapports extasiés sur son apparence. Cheveux roux dorés qui brillaient comme le feu au soleil, épaules larges de nageur, taille fine et une présence physique si magnétique que les femmes s'évanouissaient quand il passait. Mais ce n'était pas seulement la beauté qui le définissait, c'était sa masculinité agressive et exubérante. Henri était un athlète naturel qui maîtrisait tous les sports aristocratiques de l'époque. Dans les tournois de joute, il renversait les adversaires avec une facilité qui frôlait le surnaturel. À la chasse, il poursuivait les cerfs pendant des heures sans montrer de fatigue. Dans la danse, il menait ses partenaires à travers des chorégraphies complexes qui duraient des nuits entières. Et au lit, un aspect dont il tenait à ce qu'il soit publiquement connu, il était insatiable. Son premier mariage avec Catherine d'Aragon en l'année 1509 semblait le scénario parfait pour démontrer sa virilité royale. Catherine, veuve de son frère Arthur et de 5 ans son aîné, était une femme expérimentée et belle qui fut initialement éblouie par l'énergie sexuelle du jeune roi. Les premières années du mariage furent marquées par une passion physique intense qui scandalisait même une cour habituée aux excès royaux. Henri faisait en sorte que sa vie sexuelle soit publiquement connue, non les détails intimes, mais sa puissance et sa fréquence. Il arrivait en retard aux réunions du Conseil royal avec des sourires conspirateurs que tous interprétaient correctement. Il ordonnait aux musiciens de composer des chansons célébrant sa virilité. Il participait à des compétitions informelles avec de jeunes courtisans sur qui pouvait satisfaire le plus de femmes en une nuit. Pour Henri, être roi signifiait être publiquement l'homme le plus viril du royaume. Cette obsession de la démonstration sexuelle publique n'était pas seulement de la vanité personnelle, mais une politique calculée. Au XVIe siècle, la virilité royale était directement liée à la légitimité politique. Un roi impuissant ou sexuellement inadéquat était vu comme incapable de gouverner efficacement. Henri comprit instinctivement que sa masculinité exubérante était un outil de pouvoir aussi important que les armées ou les traités diplomatiques. Pendant la première décennie de son règne, Henri vécut dans une sorte d'extase sexuelle constante. En plus de Catherine,
Il entretenait une succession de maîtresses qui incluait des dames d'honneur, des épouses de courtisans et même des servantes du palais. Son énergie sexuelle était si légendaire que les ambassadeurs étrangers la mentionnaient dans les rapports diplomatiques comme preuve de la force et vitalité du royaume anglais. Le roi Henri possède une virilité qui intimide les autres monarques, écrivit un diplomate français. Mais ce fut pendant cette décennie dorée que commencèrent à apparaître les premiers signes de ce qui détruirait finalement sa masculinité. Henri développa une obsession dangereuse pour ses performances sexuelles, transformant chaque rencontre intime en compétition avec lui-même. Il commença à consommer des potions aphrodisiaques élaborées par les médecins royaux, des mélanges qui incluaient de la poudre de cornes de rhinocéros, des racines exotiques et même du mercure, des substances qui empoisonnèrent graduellement son système reproducteur. La pression pour produire un héritier mâle commença aussi à affecter ses performances. Au fur et à mesure que les années passaient et que Catherine subissait fausse couche après fausse couche, Henri commença à développer une anxiété sexuelle qui se manifestait par des comportements de plus en plus compulsifs. Il en vint à exiger des rapports sexuels plusieurs fois par jour, comme si la fréquence pouvait compenser le manque de résultats reproducteurs. Cette pression auto-imposée commença à user à la fois son physique et sa psyché. En l'année 1520, à 29 ans, Henri subit sa première blessure significative lors d'un tournoi de joute. Une chute de cheval causa un traumatisme crânien qui le laissa inconscient pendant des heures et put causer des dommages cérébraux permanents. Plus important pour notre histoire, la chute causa aussi une blessure à l'aine qui affecta sa fonction sexuelle, bien qu'il cachât désespérément ce fait à tous, y compris aux médecins. À partir de cette blessure, Henri commença une spirale descendante lente mais inexorable qui l'emmènerait de la virilité suprême à l'impuissance complète. Initialement, les problèmes étaient intermittents, des nuits où il n'était simplement pas inspiré, comme il se le disait. Mais graduellement, ces occasions devinrent plus fréquentes, créant une anxiété qui ne faisait qu'empirer la situation. Pour compenser ces difficultés croissantes, Henri devint encore plus obsédé par les démonstrations publiques de masculinité. Il commença à organiser des compétitions athlétiques où il gagnait toujours, non par habileté supérieure, mais parce que personne n'osait le vaincre. Il augmenta exponentiellement le nombre de ses maîtresses, non parce qu'il était plus viril, mais parce qu'il espérait que la variété compenserait ses performances déclinantes. Et il commença à faire des déclarations de plus en plus grandioses sur sa puissance sexuelle, comme si les mots pouvaient créer la réalité que son corps ne pouvait plus produire. L'affaire avec Anne Boleyn, qui commença en l'année 1526, fut largement motivée par cette crise sexuelle cachée. Anne représentait non seulement une nouvelle passion, mais une chance de se prouver que ses problèmes étaient la faute de Catherine, pas la sienne. Pendant les 6 années de cours obsessionnels qui précédèrent à son mariage avec Anne, Henri réussit à se convaincre qu'une épouse plus jeune et sexuellement stimulante restaurerait sa virilité perdue. Mais le mariage avec Anne en l'année 1533 révéla la cruelle réalité. Le problème était en lui, pas dans ses partenaires. Bien qu'il réussit à mettre Anne enceinte, probablement pendant un des rares moments de fonction sexuelle, ses problèmes d'impuissance devinrent encore plus sévères. Anne, une femme intelligente et sexuellement expérimentée, perçut rapidement les limitations de son mari, et sa frustration contribua à la détérioration de la relation qui mènerait finalement à son exécution. L'exécution d'Anne Boleyn en l'année 1536 fut, à bien des égards, le résultat direct de l'impuissance croissante d'Henri. Incapable de la satisfaire sexuellement et humilié par cette incapacité, il projeta sa frustration en accusations d'adultère qui ne se produisirent probablement jamais. Anne fut exécutée non parce qu'elle trahit Henri, mais parce qu'elle fut témoin de son inadéquation sexuelle et représentait une menace à l'image virile qu'il essayait encore de maintenir publiquement. Son 3e mariage avec Jane Seymour en l'année 1536 fut une tentative désespérée de prouver qu'il était encore capable de fonctionner sexuellement. Jane, une femme soumise et discrète, fut choisie spécifiquement parce qu'elle ne représenterait pas la menace sexuelle qu'Anne était devenue. La naissance d'Édouard, en 1537, fut célébrée par Henri comme preuve de sa virilité, restaurée, mais ceux proches du roi s'avèrent que la conception avait nécessité de multiples tentatives sur des mois. Pendant ses 3 derniers mariages, avec Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr,
L'impuissance d'Henri devint un secret de polichinelle à la cour. Anne de Clèves déclara par la suite que le mariage ne fut jamais consommé, une humiliation qu'Henri tenta de cacher en attribuant l'annulation au manque d'attraction pour son apparence. Catherine Howard, une adolescente qui s'attendait à un mari viril, fut exécutée pour adultère qu'elle commit probablement par frustration sexuelle avec un mari qui ne pouvait la satisfaire. La transformation physique d'Henri pendant ces décennies fut aussi dramatique que sa détérioration sexuelle. Le jeune athlète des premières années se transforma en une masse obèse et puante qui avait besoin d'équipements mécaniques pour bouger. Son poids augmenta d'environ 80 kg dans sa jeunesse, à plus de 150 à l'âge mûr. Ses jambes développèrent des ulcères qui ne guérissaient jamais et exhalaient une odeur si forte qu'il devait être constamment fumigé avec de l'encens. Cette détérioration physique fut à la fois cause et conséquence de son impuissance. L'excès de poids rendit le sexe physiquement difficile, tandis que les ulcères aux jambes causaient une douleur constante qui éliminait toute libido résiduelle. Les traitements médicaux de l'époque, qui incluaient des saignées fréquentes et des potions à base de mercure, ne firent qu'empirer sa condition générale et réduire davantage sa fonction sexuelle. L'impuissance d'Henri affecta aussi profondément sa psychologie et son comportement politique. Incapable d'exercer une dominance sexuelle, il devint encore plus tyrannique dans d'autres domaines, comme si la cruauté politique pouvait compenser l'inadéquation sexuelle. Ses exécutions devinrent plus fréquentes et capricieuses. Sa paranoïa augmenta dramatiquement, et son besoin de contrôler tous les aspects de la vie de ses sujets devint obsessionnel. Pendant ces dernières années, Henri développa une fixation pathologique sur de jeunes hommes musclés qui servaient comme garde personnel. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de relation homosexuelle, son obsession d'observer des corps masculins jeunes et athlétiques suggère une nostalgie désespérée pour la virilité qu'il avait perdue. Il passait des heures à regarder les soldats s'exercer, comme s'ils pouvaient absorber leur jeunesse et puissance par la contemplation. L'ironie finale de la vie d'Henri fut que le roi qui avait rompu avec Rome à cause de son obsession sexuelle termina ses jours complètement célibataire. Catherine Parr, sa dernière épouse, était effectivement une infirmière glorifiée qui s'occupait de ses besoins médicaux et évitait toute intimité physique. L'homme qui s'était jadis vanté de son insatiabilité sexuelle passa ses dernières années sans aucune activité sexuelle. Les dernières années d'Henri furent marquées par une décadence physique qui reflétait parfaitement sa détérioration sexuelle. Les documents médicaux de l'époque, préservés dans les archives royales, décrivent un homme dont l'apparence était devenue grotesque au-delà de l'imagination. Ses jambes étaient des masses infectées de chair pourrie qui devaient être drainées quotidiennement. Son torse s'était élargi à tel point que des vêtements spéciaux devaient être confectionnés hebdomadairement pour accommoder sa croissance constante. Ce qui révèle peut-être le plus sur la condition d'Henri et comment il essayait de cacher son impuissance même à lui-même. Il développa des rituels matinaux élaborés où de jeunes courtisans étaient forcés de raconter des rêves érotiques fictifs, comme si entendre parler de la virilité d'autrui pouvait d'une certaine manière restaurer la sienne. Il ordonnait aux musiciens de composer des chansons célébrant des conquêtes sexuelles imaginaires et forçait la cour à chanter ses fantaisies comme si elles étaient réalité. Pendant ces 5 dernières années, Henri devint aussi obsédé par des potions et traitements de plus en plus bizarres pour restaurer sa puissance. Il importa des spécialistes de la virilité de toute l'Europe, payant des fortunes pour des traitements qui incluaient des bains dans le sang de jeunes taureaux, l'ingestion de testicules de bélier crus et l'application de cataplasmes faits avec des excréments d'animaux considérés comme sexuellement puissants. Aucun de ces traitements n'eut d'effet au-delà d'ajouter de nouvelles odeurs répugnantes à sa puanteur corporelle déjà insupportable. L'obsession d'Henri pour sa masculinité perdue se manifesta aussi par des comportements de plus en plus étranges concernant les jeunes hommes à la cour. Il commença à exiger que les gardes personnels se déshabillent en sa présence pour des inspections de conditions physiques, des sessions qui duraient des heures et laissaient les jeunes soldats profondément mal à l'aise. Les 7 ambassadeurs étrangers rapportaient ces inspections comme preuve que l'esprit du roi s'était détérioré avec son corps. Peut-être l'aspect le plus pathétique des dernières années d'Henri fut sa tentative de vivre par procuration à travers les conquêtes sexuelles d'autres hommes. Il forçait de jeunes courtisans à raconter en détails intimes leurs rencontres avec les dames de la cour et récompensait généreusement ceux qui fournissaient les descriptions les plus vives.
Ces sessions de voyeurisme verbal devinrent une forme grotesque de divertissement royal, où l'homme qui avait jadis été le conquérant suprême se réduisit à auditeur impuissant des aventures d'autrui. La mort d'Henri en l'année 1547 fut profondément symbolique. Le roi qui avait défini son existence par la virilité mourut comme un eunuque de fait, sinon de droit. Ses derniers mots, selon les témoins, furent une lamentation sur ne plus être un homme, une confession finale que son obsession de la masculinité était devenue sa malédiction. Les médecins rapportèrent que même inconscient pendant ces heures finales, Henri murmurait les noms de femmes qu'il avait possédées des décennies auparavant, comme s'il essayait d'évoquer par la mémoire la puissance que son corps avait perdue à jamais. L'héritage sexuel d'Henri est l'une des ironies les plus cruelles de l'histoire royale anglaise. Le roi qui révolutionna la religion anglaise à cause de son désir sexuel finit incapable d'accomplir l'acte qui avait motivé tant de ses décisions historiques. Ses 6 épouses, dont 2 qu'il exécuta pour supposée inadéquation sexuelle, souffrirent probablement plus de son impuissance que lui-même, forcé de feindre la satisfaction avec un homme qui ne pouvait les satisfaire. L'impact de l'impuissance d'Henri sur l'histoire anglaise est difficile à exagérer. La réforme protestante en Angleterre, qui sépara le pays de Rome pour toujours, fut essentiellement le résultat des frustrations sexuelles d'un homme. L'exécution d'Anne Boleyn, qui choqua l'Europe et établit un terrible précédent pour le traitement des reines anglaises, fut motivée par l'humiliation sexuelle d'Henri. L'instabilité dynastique qui affligea l'Angleterre pendant le XVIe siècle eut ses racines dans l'incapacité du roi à maintenir des relations conjugales stables à cause de sa dysfonction sexuelle progressive. Les documents contemporains, dont beaucoup restèrent censurés jusqu'au XXe siècle, révèlent que l'impuissance d'Henri était connue non seulement à la cour anglaise, mais dans les cercles diplomatiques de toute l'Europe. Les ambassadeurs français, espagnols et allemands incluaient des références voilées à l'inadéquation physique du roi anglais dans leurs rapports confidentiels. Cette information était utilisée comme outil diplomatique. D'autres puissances européennes, calculant que l'instabilité sexuelle d'Henri rendait l'Angleterre un allié peu fiable. L'influence de la dysfonction sexuelle d'Henri s'étendit aussi à la culture populaire de l'époque. Des ballades satiriques circulaient secrètement dans les tavernes londoniennes, se moquant du « roi » qui ne pouvait être homme dans son propre lit. Des pamphlets anonymes, imprimés dans la sécurité des Pays-Bas, décrivaient en détail humiliant les supposées aventures sexuelles ratées du monarque. Bien que la possession de ce matériel fût punissable de mort, sa popularité démontre comment la réputation sexuelle d'Henri était devenue une question d'intérêt public. La détérioration physique qui accompagna l'impuissance d'Henri créa des problèmes pratiques qui affectèrent le fonctionnement du gouvernement anglais. Pendant ces dernières années, les réunions du Conseil royal devaient fréquemment être annulées à cause de la puanteur insupportable qui émanait du corps du roi. Les diplomates étrangers se plaignaient de ne pouvoir se concentrer pendant les audiences parce qu'ils étaient constamment distraits par l'odeur de chair en décomposition. Certains ambassadeurs allèrent jusqu'à porter des masques parfumés pendant les rencontres officielles, une insulte diplomatique sans précédent. La transformation d'Henri de symbole suprême de virilité en eunuque pathétique offre des leçons profondes sur la nature de la masculinité et du pouvoir. Son obsession de la performance sexuelle comme mesure de la valeur personnelle créa une anxiété qui devint autoréalisatrice. Plus il s'inquiétait de sa virilité, moins il devenait viril. Plus il essayait de prouver sa masculinité par des démonstrations publiques, plus son inadéquation devenait évidente pour ceux proches de lui. L'histoire médicale d'Henri illustre aussi comment la médecine primitive de l'époque empirait souvent les problèmes sexuels au lieu de les résoudre. Les traitements au mercure, les saignées constantes et les potions exotiques qu'il consommait pour améliorer ses performances accélérèrent probablement sa détérioration sexuelle. Son refus d'admettre les problèmes aux médecins compétents signifiait qu'il ne reçut jamais un traitement adéquat pour des conditions qui auraient pu être gérables. Plus fondamentalement, la vie d'Henri démontre les dangers de définir l'identité masculine exclusivement par la conquête sexuelle. Quand sa capacité physique commença à décliner, un processus naturel pour tout homme, il n'avait pas d'autres aspects de masculinité pour soutenir son estime de soi. Son intelligence considérable, ses compétences politiques et ses talents artistiques furent éclipsés par son obsession de la performance sexuelle.
Le règne d'Henri révèle aussi comment les questions sexuelles personnelles peuvent avoir des conséquences politiques massives. Ses décisions sur le mariage, le divorce et l'exécution d'épouses furent largement motivées par des frustrations sexuelles privées, mais transformèrent le paysage religieux et politique de l'Angleterre. La réforme anglaise, l'un des changements les plus significatifs de l'histoire européenne, fut en grande partie le résultat des inadéquations sexuelles d'un homme. La leçon la plus sombre de l'histoire d'Henri pourrait être comment le pouvoir absolu exacerbe les problèmes sexuels au lieu de les résoudre. Comme roi, il ne reçut jamais de retour honnête sur ses performances ou comportements. Ses partenaires étaient forcés de feindre la satisfaction, ses médecins avaient peur de donner des diagnostics précis, et ses courtisans renforçaient son auto-illusion sur sa virilité. Ce manque de réalité externe permit aux petits problèmes de se transformer en dysfonctions sévères. Henri VIII mourut comme il vécut ses dernières années, seul, impuissant et obsédé par une masculinité qu'il avait perdue des décennies auparavant. Le jeune dieu qui avait conquis les cœurs et les royaumes finit comme un géant pathétique, dont la seule vraie conquête fut la destruction de sa propre capacité pour l'acte qui avait défini son existence. Sa vie demeure un avertissement éternel sur les dangers de confondre virilité avec vertu et performance sexuelle avec valeur humaine. Le roi le plus viril d'Europe finit comme le plus impuissant des hommes. Une ironie qui l'emporta dans la tombe avec les débris de 6 mariages, 2 têtes tranchées et une révolution religieuse motivée par des frustrations qu'il ne réussit jamais à surmonter. Son histoire continue d'être pertinente à toute époque où les hommes confondent masculinité avec domination et où l'obsession de la performance sexuelle substitue la recherche de connexions humaines authentiques. La tragédie finale d'Henri VIII ne fut pas son impuissance physique, mais son incapacité émotionnelle à trouver une valeur personnelle au-delà de la conquête sexuelle. L'homme qui aurait pu être rappelé comme l'un des grands rois de l'histoire anglaise est aujourd'hui mieux connu pour les échecs matrimoniaux qui résultèrent de son inadéquation sexuelle. Ceci pourrait être la leçon la plus importante de toutes, que la vraie virilité réside non dans la performance, mais dans le caractère, et que l'obsession de la première corrompt inévitablement le second.